Bien, chers téléspectateurs de la VDC, Panorama d'Afrique, nous voici encore une fois au rendez-vous, comme nous vous promettons, chaque fois que nous avons des intellectuels, des éminents congolais qui passent par New York, nous le prenons pour qu'ils vous parlent. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur une grande personnalité qui a fait quand même la fierté du Congo, d'où il est venu, que vous allez découvrir ensemble avec moi. Je voudrais parler de quelqu'un qui est entrepreneur et politicien en même temps, et nous allons parler de la jonction entre les deux. Et de là, nous allons apprendre qu'est-ce qu'il a comme plan pour la RDC. Au micro, c'est bien entendu votre ami de tout le temps, Don Kayembe. Bonjour, monsieur Emmanuel Ilunga. Bonjour. Alors, je vous présente comme étant un chef d'entreprise à Paris. Bien sûr. Et vous êtes homme politique de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Aussi, nous voulons dire que vous êtes un homme de droit et quelqu'un qui a fait les sciences politiques aussi. C'est exact. Donc, vous êtes une personnalité qui a la matière grise pour le développement de ce pays. J'espère. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oh, je pense que c'est exhaustif. Exhaustif, puisque nous voulons, bien entendu, nous cantonner dans la vraie matière. Alors, comment pouvez-vous expliquer à ceux-là qui vous connaissent votre passage d'un entrepreneur reconnu qui a réussi dans l'entrepreneuriat et la politique? Est-ce que vous voyez que les deux choses vont ensemble? Vont ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette occasion. Et je remercie Dieu aussi, parce que c'est lui qui nous a donné cette occasion de se rencontrer. Alors, pour moi, en tant que chef d'entreprise, effectivement, je veux dire, je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour y arriver. Mais moi, ma passion, j'ai toujours été passionné par l'activité politique. Depuis mon jeune âge, depuis les universités, j'ai toujours milité dans des mouvements étudiants ou dans des partis politiques. Et donc, c'était pratiquement quelque chose qui était prémédité pour moi. Alors, je ne vois pas que c'est incompatible entre l'entrepreneuriat et la politique. Ce sont deux choses qui peuvent se marier très facilement. Parce que généralement, nous avons des hommes politiques, malheureusement, quelquefois, qui sont complètement dans le besoin pour être directs et qui ont des difficultés justement à s'exprimer, à exposer leurs possibilités d'action, qui ont des difficultés justement à mener à bien leur vision parce que financièrement ils sont bloqués. C'est pourquoi la première base, c'est de poser d'abord des bases de stabilité financière pour pouvoir mener correctement la politique. On le voit même aux États, dans les grands pays et d'ailleurs. Je crois que c'est mon point de départ, mais sinon je suis effectivement passionné par l'activité politique. Bon, dans la politique, vous faites bien la politique, bien entendu, mais pouvez-vous dire avec certitude que ce que vous avez embrassé d'abord comme métier qui vous donne la vie, c'est-à-dire l'entreprise, vous avez bien réussi avec votre entreprise? Effectivement. Et si oui, bon, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Oui. J'ai dit, je peux pas dire que j'ai réussi. Pour moi, dire que j'ai réussi, ce serait prétentieux de ma part. Mais je suis sur un chemin, peut-être j'ai un peu plus d'avantages que les autres, et que, bon, je vais aider mon pays par l'expérience que j'ai acquise dans mon entrepreneuriat. Je vais prendre cette expérience et aider mon pays pour que mon pays puisse avancer. Or, je sais très bien que pour qu'une entreprise marche correctement dans un pays, il faut que les institutions soient en place, il faut que les hommes politiques soient intègres, qu'il y ait de la probité dans l'action politique. Or, je sais pertinemment que dans mon pays, ce n'est pas le cas. Et donc, ça m'oblige un peu à mener des actions politiques pour pouvoir arriver à une certaine stabilité politique dans mon pays, de manière à permettre d'autres entreprises de prospérer. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans l'entrepreneuriat? J'ai une entreprise, en fait, en gros, j'ai deux entreprises. J'ai une entreprise en Guinée-Conakry, où je travaille avec les gouvernements. Je suis fournisseur du gouvernement de tous les produits dont ils peuvent avoir besoin. Et j'ai une entreprise à Paris, je suis dans les cleaning, donc dans le nettoyage industriel. Voilà, j'ai les deux entreprises depuis un certain temps que je travaille dedans. Donc pour dire que vous gérez quand même un certain nombre de gens, quelle est la dimension à Paris, nous sommes à une soixantaine. Wow. Voilà, nous sommes une soixantaine.
Et en Guinée-Conakry, moi je suis fournisseur, mais j'ai des collaborateurs, il y en a à peu près 7. Bien, alors ceci montre que vous faites quand même un bon travail. Donc si vous avez réussi avec l'entreprise, forcément vous pouvez réussir avec la gestion du pays, si jamais vous voulez diriger le pays. Bon, maintenant la question est de savoir, est-ce qu'il y a un problème politique ou bien un problème général au pays que vous avez épinglé, que vous dites non, ça doit cesser, je voudrais intervenir pour que ça marche différemment? Vous savez, ma démarche, c'est une démarche qui part d'un constat. Un constat, depuis les époques de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, à ces jours. Et j'ai remarqué que la plupart des pays qui étaient sous-développés hier, aujourd'hui, sont des pays émergents. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de pays qui avancent. Mais chez moi, dans mon pays, rien n'avance. Le pouvoir politique semble être aveugle et sourd en même temps. Ils ne voient pas que le pays n'avance pas et ils ne veulent pas écouter les revendications des gens. C'est pourquoi mon constat est amer. Il est vraiment amer. C'est que le Congo, ça ne va pas. Le Congo a besoin maintenant des gens intelligents. Il a besoin de ses enfants, de tous ceux qui peuvent donner avec beaucoup d'abnégation le meilleur d'eux-mêmes pour sortir le Congo du chaos dans lequel nous sommes en train de plonger. Et moi, je m'inscris dans cette ligne-là. Je ne suis pas les seuls. Il y a d'autres Congolais comme moi. Mais moi, j'aimerais, mon souhait le plus profond, le plus cher, c'est de faire la jonction de toutes ces énergies positives pour amener le pays vers le haut. Voilà. Pour amener un pays de l'étape A à l'étape B, donc fatalement, vous devez savoir quel est le problème. Alors, avec certitude, quel est le vrai problème que vous avez épinglé au pays, que vous voulez adresser pour gérer différemment? Tout d'abord, les plus grands problèmes, c'est les problèmes des institutions. Les institutions au Congo sont inadaptées. Inadaptées par rapport au temps, par rapport à la circonstance. Je prends un exemple tout bête. Je prends la question de la double nationalité. Pour des Congolais, qui sont des milliers, qui sont peut-être 8 millions, 9 millions, comme on dit, mais on n'a pas fait les recensements, mais en tout cas, on imagine qu'il y a à peu près 8 à 9 millions de Congolais en diaspora. Ces Congolais ont cessé d'être Congolais parce qu'ils ont pris la nationalité étrangère, d'après la loi congolaise. Alors que ce sont ces mêmes Congolais qui aident le Congo, qui nourrissent les Congos, qui nourrissent la famille. Il y a 7 milliards d'euros ou de dollars qui arrivent chaque année en provenance des Congolais de la diaspora. La loi au Congo les interdit d'avoir une double nationalité pour aller dans leur propre pays, dans lesquels ils construisent. Ils aident leur famille, ils sont obligés de prendre des visas. C'est aberrant. C'est une aberration. Donc c'est pour ça que j'ai dit, les institutions au Congo sont totalement inadaptées. Et les hommes maintenant qui animent ces institutions sont incompétents. Ils sont incompétents, mais d'une incompétence notoire. On ne sait pas qui dirige le Congo, et on ne sait pas qui prend des décisions. Nous sommes en train de vivre dans une nébuleuse des décisions. Comme ça, on ne peut pas pointer la responsabilité sur la tête de quelqu'un. S'il y a de l'incompétence et les institutions sont inadaptées. Je prends que les deux points. Alors, que diriez-vous de ce que le général Laurent Mosengo avait dit qu'au Congo, tout est à recommencer, en commençant par le Congolais lui-même? Il a raison. Il a raison dans le sens où, quand il fait allusion au Congolais lui-même, c'est la conscience du Congolais, sa mentalité, sa façon de voir le monde, la vision de son pays. Il faut refonder ça. Mais ça a besoin des animateurs politiques qui connaissent, qui ont les savoirs, qui sont compétents. Et Mosengo a raison. Il faut tout refaire au Congo. Nous n'avons pas de pouvoir au Congo. Au Congo, du jour au lendemain, on peut prendre n'importe quelle décision. Il y a la justice. On a démis de leurs fonctions un nombre important des magistrats, sans raison. Je ne sais même pas comment qualifier l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui au Congo, et nous ne voulons pas ça. C'est la honte pour nous, parce que nous voulons, nous, un pays digne. Nous sommes les fils de ces pays-là, et nous avons les devoirs sacrés d'apporter des solutions dans ces pays. Alors, vous semblez être un opérateur politique. Dans quel parti politique êtes-vous et en quelle capacité? Notre mouvement politique, ça s'appelle l'Action républicaine pour le progrès. Ça a été créé depuis 2005, ARP. Le parti, nous sommes la troisième voie.
Nous sommes une autre façon de voir le monde, donc nous sommes au centre, où nous mettons l'accent sur l'homme. Donc vous n'êtes ni à gauche ni à droite, vous êtes centriste. Nous, celui qui nous intéresse, c'est l'homme. Parce que, vous savez, lorsque vous avez des étiquettes définies, vous vous empêchez fatalement de voir ce qui est des positifs de l'autre côté. Il faut prendre ce qu'il y a des positifs partout pour fabriquer le nouvel homme congolais qui va diriger le Congo de demain. C'est ce que nous voulons, nous. Nous voulons mettre l'accent sur l'homme. Un pays en lui-même, c'est un artefact. Un pays sans les hommes, ça peut être un grand pays, même comme les États-Unis ou la Chine, mais s'il n'y a pas des hommes dedans, c'est rien. Un pays est constitué des hommes, mais ce sont la qualité de ces hommes, le niveau de conscience de ces hommes, qui fera de ces pays un grand pays ou un petit pays. Mais en tout cas, en ce moment, nous sommes un petit pays parce que la classe politique congolaise, elle est totalement corrompue. Elle est totalement corrompue. Tout le monde est corrompu. C'est une classe politique qui ne se soucie de personne. Moi, je suis allé à Kinshasa. J'ai fait un tour à l'hôpital Mamaemo. J'étais à l'hôpital Sendoué. Je suis allé à la morgue, à la maternité, pour voir dans quelles conditions nos femmes accouchent. Dans quelles conditions on enterre les gens, on entasse les cadavres. Quand vous arrivez pour chercher le corps d'un membre de votre famille, vous êtes obligé de corrompre, de donner de l'argent, parce que la personne qui va y aller, il y a une centaine, il faut trier des gens comme du bétail. C'est pas normal. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas normal. Une inconscience absolue du pouvoir. Une inconscience totale. Et cette inconscience est une insulte pour nous. Et nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Alors, je voudrais savoir quel est le jet social de ARP. Notre programme, il est axé sur trois grands principes. Le premier, c'est d'abord l'éducation, le principe de l'éducation. Le deuxième, c'est la santé. Le troisième, nous allons nous parler de l'agroalimentaire, mais sinon nous parlons d'abord des grands travaux et l'agroalimentaire vient derrière. Parce que si nous aménageons des espaces, nous permettrons à nos paysans de bien travailler et d'acheminer les produits qu'ils produisent dans les grandes villes pour pouvoir acquérir de l'argent. L'éducation est la base de tout. Vous pouvez avoir des millions, on a les sous-sols riches, on a tout ce que vous voulez, mais tant que le peuple n'est pas éduqué, eh bien nous n'avons rien. Donc notre programme principal, c'est d'abord l'éducation, la santé, parce que nous voulons avoir des Congolais en bonne santé, et en troisième, les grands travaux qui se chevauchent avec l'agroalimentaire. Si les Congolais ont les quatre choses, tous les restes vont être des corollaires, ça va être des satellites qui vont venir se greffer, et le développement va partir. Alors, mais basant sur les quatre piliers que vous venez d'évoquer, M. Emmanuel Ilunga, le Congo n'a pas commencé aujourd'hui, nous avons commencé après l'indépendance avec Kassavubu. Donc là, on ne parle pas puisque c'était une période de tumulte. Commençons par le maréchal Mobutu, passons par Laurent Désir Kabila et tombons avec l'actuel président Joseph Kabila. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés, comme vous avez dit qu'il y a un sérieux problème au pays? Quels sont les problèmes de chacun de ce régime? Et qu'est-ce qui est positif dans ce qu'ils ont fait? Et enfin, dites-nous comment vous allez faire tout cela différemment que eux pour que le pays ne continue pas à s'engouffrer. D'abord, à l'époque de Mobutu, nous pouvons mettre au crédit de Mobutu notre sens d'unité nationale. Aujourd'hui, nous les sentons, nous les voyons, nous les vivons, parce que nous passons des moments difficiles, de grandes souffrances. Mais les Congolais sont unis comme un seul homme. Parce que notre territoire, nous les défendons, quel que soit l'endroit de la terre où nous sommes. Ça, c'est une bonne chose. Et nous mettons ça au crédit de Mobutu. Parce qu'avant, il y avait des problèmes de sécession, il y avait plein de guerres comme ça. Ça, c'est à son crédit. Mais maintenant, ce qui n'est pas à son crédit, c'est la gestion réelle du pays. Il a détruit les pays parce que il a confié des responsabilités aux membres de sa famille, à son clan, à des gens incompétents qui, malgré peut-être sa volonté, s'il en avait une, il n'a pas pu avoir un effet parce qu'il a mis des gens qu'il ne fallait pas. Donc favoritisme, clientélisme. C'était le clientélisme total. Le clientélisme est total, un laisser-aller absolu. Et le pouvoir absolu où on ne pouvait pas le critiquer parce qu'il était le maître de tout. Le président était un fondateur, il était président de ceci, le président maréchal, il était tout à la fois. Donc on ne peut pas diriger un pays en étant tout à la fois. Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé, bon, malgré qu'il est arrivé avec les armes, mais quelque part, il avait une certaine légitimité dans les cœurs des Congolais. Les Congolais l'ont accepté. Parce qu'ils voulaient un changement. Ils voulaient voir
Comment il va amener le pays? Où il va l'amener? Mais Laurent Désiré Kabila n'avait pas de programme. Il n'avait pas de projet des sociétés. Il était président de la République. Il ne savait pas quoi faire de son pouvoir. Il agissait au coup par coup, au jour le jour. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Un pays, ça se dirige avec de l'intelligence et des cerveaux. Il faut des techniciens. Et quand on ne connaît pas, on ne peut pas réinventer le monde. On fait appel à ceux qui connaissent pour qu'ils puissent se faire aider. C'est comme ça. Maintenant, l'actuel président, oui. Ben, c'est un président, moi je dirais fantôme. On ne le voit pas, on ne connaît pas, il ne parlait pas aux Congolais, personne ne le connaît, on ne sait pas ce qu'il pense. Il aime le Congo, il n'aime pas le Congo, on ne sait pas. Et aujourd'hui, il est en train d'installer son oligarchie dans toutes les sociétés publiques. C'est du clientélisme, pareil. Donc c'est un désordre total, monumental. Pire encore, c'est qu'au-delà du désordre, c'est qu'il ne fait rien. C'est un pouvoir amorphe qui n'agit pas, mais qui ne fait que éliminer des gens, tuer, parce que celui-ci l'a contesté, ainsi de suite. Donc c'est un échec total, mais un échec total. C'est pourquoi nous voulons, nous, en 2016, balayer ce pouvoir, qui est un pouvoir moribond, qui n'est pas du tout accepté par les Congolais, et qu'en 2016, pendant les élections, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce pouvoir dégage. Alors, nous allons étape par étape. Parlons des grands travaux que vous avez mentionnés. Vous faites de va-et-vient Europe, Kinshasa, Lubumbashi et ainsi de suite. Que diriez-vous de ceux-là qui disent que, du point de vue grands travaux, le président que vous appelez amorphe a essayé de transformer les grandes villes, entre autres Kinshasa, qui semble se revêtir d'une jolie robe, paraît-il? Moi, je suis à Kin en permanence. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, financés par l'Union européenne. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, financés par des fonds de solidarité occidentaux. On a tracé aucune route. Il n'y a aucune route nouvelle qui a été créée à Kinshasa. Les grandes routes ou les grands axes qui mènent de l'aéroport vers la ville, il est normal, ces axes-là ont toujours été asphaltés. Parce que ce sont les axes que tout le monde utilise pour se déplacer. Cette fois-ci, c'est modernisé. C'est pas du tout. On a asphalté, il y a aucun... Non, asphalté, c'est une chose. Oui. Modernisé, en est une autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent modernisé, parce que moi, je viens de Kin. Je n'ai pas vu quelque chose qui me donne une différence de la route qu'il y avait avant et celle d'aujourd'hui, à part le fait qu'on a agrandi un peu, mais c'est tout. On a agrandi la chaussée, mais point. Ce que nous voulons, nous, c'est quand il pleut à Kinshasa, il faut descendre à Massina, il faut descendre à Lingwala, il faut descendre à Kasavubu quand il pleut. Les gens n'arrivent plus à sortir de leur maison. Même aller au boulot, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a l'eau jusque dans les genoux. Est-ce que ce problème a commencé maintenant ou bien c'est un problème qui date... Mais quand on est... quel que soit les temps que les problèmes auraient mis, lorsqu'on accepte la fonction du chef de l'État, la fonction présidentielle, on doit accepter de prendre tout sur soi. Le passé, le présent et le futur. On n'a plus à donner des explications, c'est l'autre, c'est... Alors, sinon vous n'avez plus votre place à cet endroit-là. Moi, je suis chef d'entreprise. Si dans mon entreprise, j'ai un problème, l'État français ou l'État guinéen, il ne va pas aller voir mes salariés, c'est moi qui sera interpellé pour donner des explications. À moi de savoir, de m'arranger pour être partout. Le pouvoir actuel n'est pas capable de faire un diagnostic, de poser un diagnostic. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le pouvoir actuel est très arrogant. Ils ne sont pas capables d'organiser un dialogue national pour détendre l'atmosphère qu'il y a dans le pays. Mais nous avons connu les concertations nationales récemment. Tout le monde, c'était la honte. Même les journaux internationaux ont appelé ça la honte nationale. Parce que ce n'est pas de cette manière que les choses devraient se passer. On a vu la qualité des intervenants. La qualité des intervenants, les revendications des intervenants et les conclusions, la manière dont ça a été fait, qui les a validées. C'est-à-dire, c'est pas comme... Quand on se met autour d'une table, il n'y a pas une seule personne qui aura la prééminence de la décision. Nous sommes là pour discuter des choses qui ne vont pas dans le pays, pour qu'à la fin, que nous puissions tirer des bonnes conclusions pour nous et pour les générations futures. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont tiré des bons dans cette mascarade pour les générations futures. Rien du tout. Parce que ça a été fait avec une vision de soutenir une personne. Mais elle a échoué. Parce que nous sommes vigilants. Cette fois-ci, c'est fini.
faut qu'on arrête d'endormir le Congolais. Nous serons vigilants et qu'en 2016, ce que nous voulons, la Constitution l'a dit aujourd'hui, je me répète, la Constitution l'a dit, c'est que le président Kabila ne peut plus se représenter une troisième fois. Plus de troisième mandat. Personne ne peut accepter ça. Nous allons revenir en détail sur ce point, Monsieur Emmanuel Ilunga. Parlons un peu de quelque chose de très important. Êtes-vous de l'opposition ou de la majorité présidentielle? Je suis de l'opposition. Ça, c'est clair et net. Je suis de l'opposition. Je suis en total désaccord avec la majorité présidentielle. Ah, ça, c'est clair. Alors, l'opposition au Congo dit, nous, on n'accepte pas que Kabila aille jusqu'en 2016. Mais à vous entendre parler, vous attendez 2016 pour aller aux échéances électorales. L'opposition au Congo, il y a deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition radicale. Caractérisée par? Non, je ne vais pas... nous sommes l'opposition, mais comme vous me posez des questions, parce qu'il y a deux points de vue. Il faut éclaircir. Il y a deux points de vue dans l'opposition. Il y a un point de vue qui dit, en 2016, parce que les temps que nous disons, il faut qu'ils partent, il ne faut pas qu'ils arrivent en 2016, les temps passent, nous n'avons pas le temps de nous préparer pour les échéances prochaines. On nous endort. On peut arriver en 2015, à 3 mois de l'échéance du mandat, ils démissionnent. À ce moment-là, on n'a pas le temps de nous préparer et d'aller aux élections. Donc nous disons, ils ont triché. Ils le savent, la communauté internationale l'a dit, tout le monde l'a dit. Nous acceptons qu'ils aillent jusqu'en 2016, parce qu'ils ont fait déjà presque la moitié du mandat. Oui, ils vont aller jusqu'en 2016 parce qu'ils ont triché pour faire quelque chose de bien pour le pays. Mais nous avons vu, malgré qu'ils ont triché, ils n'ont fait rien de bon pour ces pays-là. Parce que si nous nous focalisons sur le combat en disant ils vont partir, et nous savons pertinemment qu'ils ne partiront pas avant 2016. Donc nous aurons tort, nous aurons perdu du temps et de l'énergie pour rien. Alors c'est que nous, une partie de l'opposition, soutient que, ok, vous avez triché, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais nous acceptons. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous attendons 2016 et on vous balaye. C'est-à-dire, en 2016, on ne touche pas la Constitution, le président Kabila ne se représente pas, et ça sera les élections totalement ouvertes. Ce qu'il faut pour l'opposition au Congo aujourd'hui, avec ma petite voix, ce n'est pas le fait de dire il faut qu'ils partent ou qu'on attend 2016 pour aller aux élections. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait techniquement pour qu'en 2016, qu'on ne soit pas surpris en train de dormir et que les choses, la victoire nous passe sous le nez. Parce que si nous passons le temps à discuter, c'est bien, c'est beau, ça va faire plaisir, parce que nous allons travailler les émotions, les gens vont crier, ainsi de suite. Mais ça n'apportera rien de concret. Ce qui sera concret, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons savoir les découpages électoraux, il est fait comment? Il y a combien de bureaux de vote sur les territoires congolais? Il y a combien des assesseurs qui vont diriger les bureaux de vote sur les territoires congolais? Dans chaque bureau de vote, il y aura combien d'assesseurs dedans? Nous voulons savoir le nombre, parce que c'est à partir de là que nous saurons comment les élections vont se passer et quelles sont les stratégies à adopter. Personne ne peut adopter une stratégie électorale s'il ne sait pas le découpage électoral, il est fait comment? Là où il y a plus d'habitants et là où il y a moins d'habitants. C'est ça que l'opposition doit se rassembler, c'est ce que moi j'ai mes poumons de dire, mais heureusement, il y a une grosse partie de l'opposition qui sont d'accord avec moi. En disant, effectivement, parce que c'est une donne importante. Ces choses-là nous échappent. Vous savez qu'il y a 4000 bureaux de vote, nouveaux bureaux de vote, qui ont été créés. Mais nous savons que ça a été créé, mais nous ne savons pas où. Parce qu'on a communiqué ça à personne. Mais l'ordonnance a été signée, tout est fait. On prépare une manière de tricher légalement. Quelqu'un qui triche légalement, et qui est dans les urnes, vous voyez, il a la victoire. Vous allez faire comment? Vous ne pouvez rien faire. Notre arme principale, c'est d'abord la légalité. Parce que nous voulons mettre la légalité au Congo. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la légalité, comment voulez-vous mettre la légalité? Et donc, il faut qu'on utilise les techniques nécessaires pour arriver à coincer toutes les personnes qui ont les velléités de tricher et qui n'y arriveront pas. C'est d'abord quand nous réclamons les bureaux de vote, comme je l'ai parlé tout à l'heure, et en dernier, ce que nous voulons, nous récusons la CENI dans sa forme actuelle. Parce que la CENI dans sa forme actuelle, ça, c'est inacceptable. Ok, alors étape par étape. La CENI, qui était dirigée par le pasteur Ngoyi Mulunda, un homme de Dieu, comme on dit, il a montré ses limites, c'était catastrophique, et lui-même peut le confesser.
on prend Malou Malou, qu'on a décrié il y a quelques années, il revient à la charge aux affaires. Et ce dernier, il vous dit qu'il est capable d'organiser cette fois-ci les élections municipales, locales et provinciales qu'il a échoué d'organiser en 2006. Quand sont venus prendre la charge après lui, il a échoué d'organiser la même chose. Et maintenant, lui, il vous dit il va recommencer par là. Et cette fois-là, à la fin de cette année, Monsieur Emmanuel Ilunga, est-ce que vous voyez vraiment l'avenir du pays clair du point de vue démocratique et que ces élections peuvent avoir lieu réellement à la fin de l'année pour nous permettre d'avoir les élections parlementaires et présidentielles d'ici 2016? Malou Malou, il a pris en otage l'avenir de la nation, l'avenir de notre pays, de nos enfants et de nous-mêmes. C'est un homme de Satan, Malou Malou. Il est monsieur l'abbé quand même. C'est un homme de Satan. C'est un homme, je mesure mes mots, parce que il est méchant, il n'a aucune vision, il n'aime pas les Congolais, il n'aime pas les Congos. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il gagne, comme il est corrompu. Et cet argent, c'est plus important que l'avenir d'une nation. Nous récusons la CENI dans l'état actuel, parce que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable en une année. Là, nous sommes presque au mois de février. Il ne peut pas le faire. Mais vous dites c'est vers la fin de l'année qu'il va organiser les élections. Mais c'est parce qu'il faudrait d'abord des moyens financiers, il faudrait humains, la logistique. Mais tout ça, nous réclamons depuis combien de temps pour organiser les élections? Encore une fois, nous avons besoin du découpage électoral. Où les gens vont aller voter. Où seront positionnés les bureaux de vote pour que chaque parti puisse informer ses militants d'aller voter. Comment il va commencer par les élections alors qu'il y a les bases? On ne construit pas la maison en commençant par les toits. Il y a les bases. C'est un cheminement logique. Alors qu'il est venu avec une mission. Démanteler les Congos. Ça, c'est sa mission. Nous récusons sa présence. Ce n'est plus la mission de Kabila. Mais tous, ils sont inscrits dans la même logique. Ils travaillent mais ils sont tous inscrits dans la même logique parce que c'est une équipe. C'est pas une personne, c'est une équipe. Quand vous démolissez une maison, vous avez des maçons, vous avez ceci. C'est une équipe qui démolit. Et il en fait partie. La CENI doit être recomposée différemment. Nous voulons qu'il y ait 30% de l'opposition. Dans la CENI, 30%. Mais c'est ce qu'on a actuellement. Non. Nous avons l'opposition, nous avons la société civile. Mais en termes de pourcentage, ce n'est pas du tout équilibré. OK. Ce n'est pas du tout équilibré. Donc nous voulons 30% du pouvoir, 30% de l'opposition, 20% de la société civile et 20% de l'administration publique. Non, monsieur Emmanuel Lunga, revenons encore une fois. C'est important ce que j'ai dit pour ça. Attends, je mets la parenthèse, vous allez continuer. Donc, le pourcentage, c'est très bien. Et je suis d'accord avec vous. Mais le problème, ce n'est pas opposition, société civile et majorité parlementaire. C'est la qualité d'homme. Nous avons senti au Congo qu'il n'y a plus d'emploi, l'unique employeur, c'est la politique. Très bien. C'est pourquoi tout le monde va là-bas, malgré que ces gens ne sont pas vraiment intègres. Oui. Vous avez raison, en partie. Mais en partie, vous n'avez pas raison. Nous avons des hommes au Congo. Mais le problème, la manière dont c'est fait, il faut poser la question, la manière dont on copte les membres de la CENI. Nous parlons de la classe politique en général. Oui. Là, bon, on est sur la CENI. Comment on a recomposé la CENI? Qui les nomme, ces gens? On les prend où? Donc, c'est clair. Donc, on a demandé à la société civile de présenter quelques personnes. On a demandé à l'opposition de présenter quelques hommes, ainsi que... Donc, ce sont les gens qui sont passés par un système de cooptation par leur groupe bien défini. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous regardez la CENI aujourd'hui, prenez la liste des membres. Moi, je ne fais pas des commentaires. Et vous en direz plus vous-même. Je ne peux pas faire des commentaires, vous en direz plus vous-même. Aujourd'hui, la classe politique tout entière, comme vous dites. Non. Nous essayons de faire la différence. Nous ne vivons pas grâce à la politique. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne sommes pas pauvres non plus. Parce que notre pays est riche, et nous sommes riches parce que nous avons des idées. Et nous avons la volonté et des convictions fortes que nous aimons le Congo et qu'avec notre amour, avec la foi que nous avons, nous allons déplacer des montagnes. Et le Congo va aller de l'avant. Et c'est ça qui anime notre démarche. Nous y croyons. Mais il y a des hommes politiques comme moi. Il y en a. Je peux en citer. Il y a Mokia, par exemple. C'est un homme que je connais très bien,
qui est intelligent. Je peux prendre aussi Eugène Diomi, qui est un ami, qui est intelligent. Je peux prendre Didier Moumengi, il a travaillé avec le père Kabila, mais c'est un homme qui est resté droit dans ses bottes, intègre. Je peux en citer comme ça, sans parler d'Etienne Tshisekedi et autres. Donc il y a quand même des hommes, même à des degrés différents, qui aiment le Congo et qui veulent que le Congo avance. C'est pourquoi notre démarche principale, c'est de faire en sorte que l'opposition, cette fois-ci, soit rassemblée autour d'une même force. Qu'il n'y ait pas de dissensions. Il y a toujours là où il y a les hommes, il y a des conflits. Nous ne sommes pas le premier pays. Mais le plus important, c'est de savoir comment mettre fin au conflit. D'accord. Bon, alors, quand vous essayez de dire et partager qu'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose, mais ils ne le font pas, nous venons à Kabila, père. Quand il est venu, il a amené un groupe des Congolais de la diaspora, croyant que vous, de la diaspora, vous pouvez faire la différence. Mais quand ces gens étaient aux affaires, c'était catastrophique, jusqu'au point où lui-même appelait que j'ai amené un conglomérat d'aventuriers. Très bien. Mais il faut savoir une chose, c'est que la plupart, je dirais 99% des Congolais de la diaspora qui ont suivi Kabila, c'est pas Kabila qui les a amenés. Pour la plupart, vous le savez très bien, c'était des chômeurs, c'était des gens qui n'avaient aucun travail en Occident. Ils ont préféré retourner pour avoir des postes sur place. C'est pas, ils sont pas allés là-bas avec une vision, non, ils sont allés là-bas pour se nourrir parce qu'ils avaient faim, tout simplement. Mais nous avons payé les prix parce que nous sommes de la diaspora. Ils nous ont fait tous payer les prix. Mais ces gens sont allés là-bas avec des ambitions de se nourrir et de nourrir leur famille parce qu'ils étaient incapables de faire des choses concrètes en Europe. Ils ont échoué en Europe ou aux États-Unis. Ils sont retournés avec le père Kabila. Étant donné que les pères ne connaissaient pas non plus très bien les pays, ben voilà où ils nous ont amenés. Mais un chef, c'est même pas la faute à la diaspora. Un chef doit savoir faire le choix de ses collaborateurs. Quand un collaborateur fait une faute, on ne va pas dire c'est le collaborateur qui a fait une faute, c'est le chef qui a fait une faute. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais généraux. Alors, non, nous continuons je voulais dire, pour parler de votre parti politique. Pour avoir une ambition, et nous savons que l'objectif d'un parti politique, c'est l'accession au pouvoir. Comment vous pouvez décrire la santé de votre parti politique sur place au pays, dans les 11 régions qui caractérisent la République démocratique du Congo? Nous sommes parmi les partis politiques au Congo qui a des bases dans toutes les provinces. Chez nous au Congo, nous avons des présidents fédéraux partout. Nous avons déjà fait un premier congrès, c'était en 2005. Nous avons un congrès qui est prévu cette année en juillet, où tous nos présidents fédéraux se sont déplacés, ils sont arrivés tous à Kinshasa. Nous sommes en train de travailler, c'est pas facile, c'est un boulot très difficile, parce que c'est pas un travail qui est rémunéré à la fin du mois. C'est un travail qui est basé sur le volontariat et le bénévolat. Donc c'est pas un travail simple. Moi, je suis tout le temps en mouvement, pas pour mes activités personnelles, mes activités restent derrière, mais quand je suis tout le temps en mouvement, c'est pour mon pays, pour mon parti, pour mon pays. Donc nous travaillons, nous sommes sur les terrains en train de travailler. Pour l'instant, moi je dirais que le parti se porte en bonne santé. En bonne santé, vous en tant que le président de ce même parti, donc vous voulez nous dire que vous aspirez à la magistrature suprême? Nous sommes un mouvement politique. Notre objectif, c'est la conquête du pouvoir, l'exercer et laisser des traces dans l'histoire, dans notre pays, par les qualités du travail que nous allons mener. Effectivement, c'est notre ambition. Mais moi, je ne peux pas, de moi-même comme ça, je dis, je serai. Parce que je fais partie d'un tout, qui est un parti politique, et il faut un congrès. Moi, j'ai des ambitions, mais il y a d'autres dans le parti qui ont des ambitions. J'en ai d'autres qui ont des ambitions. Et donc, au cours du congrès, nous allons nous-mêmes voter une personne qui va représenter le parti aux élections présidentielles. Mais en tout cas, le parti, l'ARP, ira bel et bien aux élections présidentielles, si Dieu le veut. Alors, il y a aussi un problème avec des partis politiques, puisque nous parlons de votre parti politique. Nous avons vu, en commençant par ANC de Lumumba, jusqu'aujourd'hui, passant par l'UDPS, par Palou et consorts, les partis politiques semblent être identifiés à leurs géniteurs. Est-ce que c'est le même cas chez vous? Non, ce n'est pas le cas chez nous, mais il faut savoir que nous sommes on a fini la gestation. Nous sommes en pleine croissance. Nous sommes d'abord des jeunes États, des jeunes démocraties. Nous sommes en train de faire de l'apprentissage de la démocratie. On nous compare, effectivement, les mesures de comparaison, c'est avec les démocraties occidentales.
C'est ça le modèle de comparaison. Mais on oublie que nous sommes des très jeunes États et des très jeunes démocraties. C'est à peine on a des partis politiques constitués comme tels. Donc il faut laisser le temps aux choses de mûrir et d'arriver à maturité. Donc vous voulez dire qu'on est jeune après 30 ans d'existence? Nous sommes jeunes, nous sommes très jeunes. 30 ans? La France, je prends pour le cas de la France, qui a 200 ans de démocratie. La révolution, c'était en 1789. 200 ans de démocratie, il y a que 20 ans, 30 ans que les femmes ont commencé à voter. Vous voyez? Donc, ils ont eu le temps aussi de mûrir. La stabilité parlementaire en France, c'est qu'à l'arrivée du général de Gaulle, il y avait aussi la cacophonie. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas les années, mais c'est la croissance mentale, la maturité intellectuelle et psychologique qui fait qu'on avance ou on n'avance pas. Les 30 ans que nous avons passés, d'abord, nous étions colonisés. Après la colonisation... Non, après la colonisation, donc, oui. Quand je parle de la démocratie, c'est vers 1982 qu'on a commencé la démocratie. Après, nous sommes en dictature. Nous avons fait la dictature avec Mobutu, malgré ce qu'il a fait comme démocratie. La même personne qui décrète la démocratie, c'est la même personne qui passe derrière pour casser cette démocratie. Donc, et ça, tout ça, ça nous permet justement de grandir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut laisser d'abord les choses évoluer, et avec le temps, ça va se dessiner exactement comme dans les grands pays. Non, ma question est spécifique, M. Emmanuel Ilunga. L'UDPS, Tshisekedi. Oui. ANC, Lumumba. Oui. Palou, Kizenga. Oui. Donc, pardon de dire aussi que ARP, c'est Emmanuel Ilunga. Tel que si aujourd'hui Emmanuel Ilunga dit non, écoutez, j'en ai marre de la politique, l'ARP s'évapore aussi. Non. Non, 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 pas du tout, parce que c'est une institution. Je parle des institutions. Le parti en tant que tel, il existe en dehors de moi, d'Emmanuel Ilunga. Moi, je pars, les hommes partent, le pays reste, les institutions restent. Donc, les institutions sont là, et nous avons un statut. Pour l'instant, c'est moi qui suis le président. Quels sont les garde-fous que vous mettez là pour que ça ne soit pas une boutique à M. Emmanuel Ilunga? Non, mais il y a un congrès. Le président n'est pas au sommet dans notre statut. Le président est en 3e position. Il y a le congrès, les bureaux politiques et les présidents. Le président est en 3e position, donc il est loin d'être un dictateur. Parce que la plupart des décisions sont filtrées au bureau politique, à la limite, votées au Congrès. Donc, mais pour l'instant, c'est moi qui dirige le parti. C'est normal qu'on associe l'ARP à Emmanuel Ilunga parce que j'en suis le président. Quand Sarkozy était le président de l'UMP, on parlait de l'UMP, on voyait Sarkozy, mais aujourd'hui, on ne voit pas de lui, on voit Jean-François Copé, UMP, donc c'est comme ça. On voit les États-Unis, on voit Barack Obama, mais quand ça ne sera pas Obama, ça sera quelqu'un d'autre. Non, Obama n'a rien à faire avec... Non, mais c'est un exemple, hein, parce que on peut donner un exemple, on peut se référer à un exemple sans pour autant... Ce que je voulais dire, par exemple, quand vous allez chez nous, comme je vous ai donné les noms et des partis politiques, ici, tous les présidents qui passent, ils ne sont pas des présidents de partis politiques, ils sont présidents issus des partis politiques. Exactement. À telle enseigne que quand ils partent, le parti est digéré différemment. Donc il y a celui qui dirige le parti et il y a des candidats qui sont membres... Je comprends très bien. C'est ça. Il faut savoir, c'est ce que je disais, ça c'est des vieux États. Mais notre mesure de comparaison, quelquefois, il est biaisée par le fait qu'on ne prend pas en compte le niveau de développement que nous avons, mais on veut comparer tout de suite et donner la réponse immédiate. Moi, je pense qu'il faut prendre notre niveau de développement avec les niveaux de nos partis politiques, qui correspondent. Si un parti est très élevé par rapport au niveau de développement, il sera en décalage. Et c'est compliqué. Pour l'instant, même l'UDPS, si Tshisekedi n'est pas là, je ne pense pas que l'UDPS va mourir. Mobutu est parti, mais son parti, le MPR, est divisé en 2 clans, mais il existe. Maman Zouzi a aussi le MPR. Quelle ampleur? Oui. Mais c'est comme ça qu'on croit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les choses sont là, c'est la réalité. La réalité. Oui. Ok, alors on avance, M. Lunga, c'est bien expliqué. Donc, nous tendons vers la fin de notre émission. Parlons de l'actualité. Oui. L'actualité, vous êtes de la diaspora, vous êtes de Paris, là où ça passe ou ça casse avec les phénomènes combattants. Oui. Alors, quelle lecture faites-vous de ces mouvements où on ne peut pas parler de jeunes gens puisqu'il y a des papas qui sont là et ils se cassent jour et nuit que nous nous battons pour notre parti et notre patrie. Alors vous êtes là, vous le voyez, et fatalement vous avez vu l'échelonnement de tout ce qu'ils font. Quelle lecture faites-vous de ce mouvement? D'abord, les combattants, c'est une nébuleuse. Il n'y a pas une identité claire des combattants. C'est une nébuleuse. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui en font partie. Au départ, c'est un combat noble. Parce que quand on aime sa patrie, on ne veut pas baisser les bras.
On se bat avec l'arme qu'il y a dans sa main. Je suis en Europe, je me bats de là où je suis, pour faire entendre ma voix. C'est noble. Mais à un moment donné, lorsqu'on a mené un combat, il faut stopper, faire un examen, faire un bilan. Parce que si on avance dans la vie même, d'une manière générale, sans faire des bilans, c'est très mauvais. Et donc, aujourd'hui, le combat des combattants, moi je dirais, il est noble, mais il faut que ces combats se transforment. Que ça ne soit pas un combat des insultes, parce que ça commence à se dégrader, où il y a des insultes, des bassesses, qui n'ont pas lieu d'être pour l'avenir de la nation. On ne peut pas sauver les Congos en insultant comme certains les font. Ce n'est pas tous les combattants. Il y a des combattants intègres, honnêtes, il y en a. Mais il y a d'autres qui sont venus galvauder le combat et qui commencent à dénaturer le combat par la manière de faire, qui est une brutalité, qui ne dit pas son nom, insulter des gens à tout vent, et insulter les gens qui ont des visions contraires, des positions contraires. Et donc ça, c'est pas de cette manière qu'on va sauver le Congo. Nous sommes tous des Congolais. Il faut partir avec cette idée et que nous pouvons avoir des divergences de point de vue. Le plus important, c'est de nous mettre ensemble, de discuter, de voir. Chacun peut céder un peu de soi pour qu'on avance ensemble. Ça s'appelle un compromis. On ne peut pas diriger un pays si on ne fait pas des compromis. C'est où on est dictateur. Ou bien les gens se battent pour retourner dans la dictature, ou on se bat pour un jour arriver à un compromis et avancer. Alors, que dites-vous de leur position vis-à-vis des compatriotes artistes, musiciens? Écoutez, c'est un problème un peu complexe, dans le sens où il faut dire que nos artistes n'ont pas non plus aidé, ils n'ont pas aidé le travail des hommes politiques et le travail de tous ceux qui ont milité pour faire avancer la cause de la libération du Congo. Ils n'ont pas aidé. Ils ont, au contraire, enfoncé le clou. En faisant des dédicaces à tout vent, en chantant des choses qui sont fausses. Non. Là, je voudrais poser la question. Non, je sais, il faut absolument que je termine, parce que si vous me coupez. Non, je vous coupe pas. Ils chantent pour certains hommes politiques. Mais vous m'avez coupé justement. Non, c'est Guillemets, vous terminez, je ne vous coupe pas. Donc, ces gens, quand ils le font, c'est puisqu'ils n'ont pas de moyens. Alors, quand vous voulez leur donner de l'argent, ils chantent pour vous. Oui, mais je n'avais pas fini. Ok, allez-y. Voilà. Quand vous chantez, il faut savoir dans quel état nous sommes. Nous sommes dans une situation très difficile. Un pays où il y a 6 millions de morts. Un pays où le pouvoir est en train de dominer avec une main de fer. Un pays où, maintenant, la presse, les musiciens, eux qui pouvaient relayer un message de liberté, ils relayent un message de servitude. Donc, ils ont choisi leur camp. C'est pas mauvais de chanter parce qu'on leur donnait de l'argent. Attention. Mais il y a une nuance. Moi, c'est cette qualité de chanter pour ramener la population vers la servitude, vers la bêtise. Il faut voir les cris dans certaines chansons. C'était la bêtise. On a abruti la population au lieu d'élever les consciences. Il faut barrer carrément les musiciens ou bien il faut leur apprendre une manière Maintenant, dans l'état actuel des choses, nous pouvons, parce qu'on a sanctionné, ils ont eu la leçon, nous pouvons nous asseoir avec eux et discuter. Leur dire ce que nous, on attend d'un musicien. Très bien. Voilà. Alors, nous évoluons. Quand nous parlons de mouvement phénomène combattant, il y a un grand monsieur qui a essayé un peu de pousser plus loin avec un système sulfurique, c'est-à-dire monsieur Honoré Ngwanda. Et que vous pensez que la lutte ou la contribution de monsieur Honoré Ngwanda à la lutte de la diaspora est vraiment positive pour cette contribution? Bon. Il n'y a pas quelque chose que Ngwanda nous informe que le Congolais qui veut savoir ne peut pas savoir. Ce qui m'intrigue, moi, c'est sa démarche. Parce que quand moi j'ai lu son livre, Quand son âle éclat, dans le livre de Ngwanda, je m'attendais en le lisant, je m'attendais à un mea culpa dans les livres. Je m'attendais à quelqu'un qui dit, voilà, nous avons fait ça, veuillez nous pardonner. Mais dans son livre, du début à la fin, il accuse les autres. Il ne fait qu'accuser les autres. Lui, il est innocent. C'est les autres. Ça n'y touche. Donc, je trouve que c'est très malhonnête. C'est malsain. Et donc, je pense que derrière son combat, il y a une idée sournoise. Ce n'est pas un combat sincère. Il n'y a pas de la sincérité. C'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je peux corroborer mon point de vue par le fait même de son message de vœux,
où il parle des Liti Timboka, à l'époque, en 90, où on a exécuté des étudiants dans leur chambre, dans le sommeil, on a exécuté. C'était un carnage. Et tout le monde le sait, il y a même des images sur Internet, faites par la télévision RTBF. Alors que M. Ngwanda, ce qu'il trouve de bon, c'est de dire qu'il n'y avait qu'un seul mort. C'est une insulte. Moi, j'avais mon frère qui est médecin, il était sur le campus. Il a perdu ses camarades. Donc, ça, non seulement c'est du mensonge, et c'est une insulte. Bon, vous savez, un homme comme ça, comment voulez-vous lui faire confiance? We cannot trust him. Ça, c'est vrai. Alors, demain, Dieu voulant, vous êtes à la tête du pays. Monsieur Ngwanda, il vient, oui, j'ai tué, on m'a appelé Terminator, et c'est cela. Je demande pardon, vous pouvez lui accorder ce pardon-là. Très bien. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Pardonner quelqu'un n'interdit pas de l'empêcher d'exercer certaines fonctions. Vous verrez qu'il y a certaines personnes, ici aux États-Unis où je suis, ils sont condamnés, ils vont purger leur peine, mais on les interdit d'exercer certains métiers. La société les a pardonnés, mais la même société américaine les interdit d'exercer certains métiers. Tout à fait. Vous comprenez? Ngwanda, on peut les pardonner. Ça relève de l'émotion. On lui accorde le pardon. Mais la raison veut que Ngwanda, il a été très nuisible pour le pays et qu'il est douteux qu'il aura la capacité de faire du bien pour ce pays. D'accord, monsieur Emmanuel Ilunga, je crois que nous avons parcouru tout ce qu'on pouvait parler. On a parlé de l'actualité, on a parlé de phénomènes combattants. Pour terminer, il y a des événements très forts dans 3 minutes. Très très forts qui ont eu lieu au pays. Le 30 décembre, on a eu un problème qu'on ne sait pas vraiment expliquer jusque-là. Il y a les vaillants Mamadou Ndala qui est aujourd'hui général de brigade à titre posthume. Il est mort d'une manière inexpliquée encore. En tant que leader politique, que dites-vous? D'abord, sa mort est suspecte. C'est un assassinat, une exécution. Ce n'est pas une mort normale. Alors, Mamadou, ce qui est notre compatriote, paix à son âme, et je donne mes sincères condoléances à la famille. Mais sa mort ne restera pas impunie. C'est que nous, dans les annales, c'est inscrit. Il faut des enquêtes. Dans sa mort, le pouvoir actuel doit avoir ne serait-ce qu'une information. S'il n'est pas mêlé, il doit avoir une information. Sinon, le pouvoir est mêlé. Et qu'il faut donner au peuple congolais. Oh, mais nous sommes obligés de savoir. C'est ça. Nous sommes obligés de savoir. Parce que le Congo, je crois que le pouvoir est en décalage avec les temps. Le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. C'est notre pays. Ce pays n'appartient pas à une personne ou à un clan, à une famille. Le pays appartient aux Congolais. Et nous nous battrons bec et ongle pour que la démocratie vienne dans ces pays, que tous les Congolais, où qu'ils soient, que la justice puisse se faire pour d'abord les 6 millions de morts qu'il y a eu dans l'Est, les viols, les guerres qu'il y a eu entre le Rwanda et l'Ouganda sur notre sol à Kisangani. Il y a énormément de dossiers que les Congolais veulent que la justice soit faite pour qu'on nettoie complètement le passé et qu'on avance. Et le dossier Mukungubila, est-ce qu'il est avec Kabila, il est avec l'opposition, selon votre analyse personnelle? Non, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu qui milite, d'après ce que j'ai entendu. Moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, ce qu'il a fait, il a fait en son propre compte. Il a fait en son propre compte, oui, tout à fait. Ok, merci. Voilà. Alors, le dernier mot, monsieur Emmanuel, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot aux Congolais et à la diaspora en particulier? D'abord, je vous remercie de m'accorder le temps. Et pour ceux qui m'écoutent, je vous remercie également. Je m'adresse d'abord aux Congolais qui sont aux États-Unis, qui me suivent. D'abord, je suis chez vous, sur votre territoire. Mes chers compatriotes, vous savez, notre pays traverse des moments difficiles. Il faut que nous sortions de l'émotion. Il faut qu'à un moment donné, que nous soyons en mesure de regarder les problèmes avec beaucoup d'objectivité et de sens de responsabilité. On ne peut pas avoir 10 chefs d'État dans un pays. Dans un pays, il n'y a qu'un chef d'État. Mais il peut avoir 10 000, 20 000 collaborateurs. Nous avons besoin des intelligences, nous avons besoin des cerveaux pour que la cause du Congo soit entendue. Si on ne nous entend pas, c'est que nous n'avons pas fait correctement le travail. Vous vivez dans un grand pays qui est les États-Unis, un pays de droit.
Mais si les États-Unis ne nous entendent pas jusqu'à maintenant, c'est à nous de nous poser la question, pourquoi l'Amérique ne nous a pas entendus? Je pense que nous avons mené des démarches de manière divergente, et ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, moi je m'adresse à vous. Pour ceux qui me connaissent, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent me contacter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent contacter la télévision et on leur donnera mes coordonnées pour qu'on discute. On a besoin des intelligences. Associons-nous pour que nous trouvions des solutions adéquates pour la sortie des crises. Et pour les Congolais qui sont dans le monde, je vous souhaite une bonne année. J'espère vraiment de tout cœur que cette année sera une année de lumière pour notre pays surtout. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Alors, tous, merci bien, Monsieur Emmanuel Ilunga. C'est l'information qui est passée. Alors, vous qui nous suivez, nous vous informons que Monsieur Emmanuel Ilunga, il est dans le mur des États-Unis. Il sera reçu au département d'État, donc il est dans les démarches du pays. Il voudrait que le pays décolle, alors il a eu à prendre contact avec certaines personnalités ici sur place à New York. Maintenant, la semaine prochaine, il sera reçu au département d'État, donc espérons que ce qu'il fait, ça va marcher dans le sens du développement, puisque c'est un homme d'organisation. Il vous dit qu'il est entrepreneur, je voulais dire, il est intellectuel, il a des ambitions et puis surtout, il a le plan pour le développement du Congo. Alors, ok, alors merci bien. Nous allons nous retrouver encore prochainement. Toutes les bonnes choses pour ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup. Okay, merci.